Question par rapport à tout ce que nous avons vu depuis. Petite confusion quelque part. Une chose que je vous avais lue quelque part qui a attiré votre attention. Y a-t-il une question? Coach, j'avais une question, s'il vous plaît. Mhm. Je voudrais savoir, est-ce qu'une entreprise peut être connue sans un site web? Morel, tu as la parole. Est-ce qu'une entreprise peut être connue sans un site web? Morel, la question t'est posée. L'entreprise ne peut pas Mhm. posséder de site web parce que déjà, Tu peux reprendre s'il te plaît? Ça dès a le coupé là. début, je disais, pour répondre à la question Aïssatou du moins, il n'est pas normal aujourd'hui pour une entreprise du moins pas avoir de site web. En effet, l'usage des réseaux, c'est-à-dire les différents canaux digitaux tels que Facebook et autres sites web sont indispensables mieux desservir afin de mieux desservir la cible qu'on vise à atteindre en fait. D'accord. Merci C'est beaucoup, ce que Morel. j'avais à dire. D'accord. Lewis, tu as la parole. On va aider Aïcha. Bon, je dois répondre dans deux sens. Oui, et je commence par oui. Oui, pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas il n'y en avait pas. Et les entreprises avaient toujours un nom. On parlait toujours des sociétés. Mais à l'ère que nous sommes actuellement, c'est vraiment difficile pour une entreprise de travailler sans pourtant qui est l'autre là. Ce que vous venez de dire là. Aujourd'hui, la tech vient booster. Parce que moi, je prends un exemple. Moi, si j'ai une entreprise au Congo, pour que je puisse me faire connaître vite au Gabon, je crois bien que c'est avec la tech, ça ira encore plus vite. Voilà un peu ma réponse. Ok, merci beaucoup pour vos deux interventions. Donc, est-ce qu'une entreprise peut se faire connaître sans avoir un site web? C'est bien ça la question, n'est-ce pas, Aïchatou? Oui, c'est bien ça, coach. D'accord. Donc, effectivement, évidemment, une entreprise peut se faire connaître sans avoir un site web. Un restaurant, c'est une entreprise, on est d'accord. Une pharmacie aussi, non? Oui, oui. Voilà. Donc, plusieurs pharmacies que nous connaissons n'ont pas de site web, plusieurs restaurants n'en ont pas du tout, parce que ce n'est pas nécessaire pour eux à ce moment-là. Et même pas vraiment nécessaire. Pour eux, par exemple, ils ont besoin d'autres types de plateformes, parce que eux, ils sont dans la vente, ainsi de suite. Maintenant, il faut préciser que à l'échelle locale, ça se comprend. À l'échelle locale, on ne va pas être très exigeant pour certaines entreprises qui n'ont pas forcément de site web, mais à l'échelle internationale, c'est différent. On a vraiment besoin, lorsqu'on veut se placer à l'international, de pouvoir obtenir un site web. Et il faut également savoir que nous avons des objectifs marketing. Aujourd'hui, ce n'est pas à toutes les entreprises que je conseillerais de pouvoir créer un site web. Et c'est arrivé plusieurs fois déjà. Et à certains, je dis, non, au niveau où vous en êtes, vous n'avez pas besoin de site web. Parce qu'il faut rappeler qu'avoir un site web, ce sont des coûts, coûts d'hébergement. Vous payez mensuellement, voire annuellement si vous le voulez bien. Vous avez la sécurité également à payer. Donc, avoir votre HTTPS, la sécurité du site web, surtout avec toutes les fraudes qu'il y a maintenant en ligne, ce sont les coûts. Chaque action marketing que nous menons est un coût pour l'entreprise. Et soit dit en passant, il faut se le rappeler, le budget marketing est l'un des plus élevés dans les entreprises. Voilà. À part la masse salariale, il y a le budget marketing. Pour toute entreprise qui a envie d'exceller aujourd'hui, le département marketing est justement l'endroit où on dépense de plus de ressources financières.
Donc, il faut savoir justement, et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce cours ensemble, budget marketing, c'est pourquoi il faut savoir qu'on ne dépense pas l'argent partout. Alors là, vraiment pas partout. Merci encore pour la question et est-ce que tu as une dernière question avant qu'on évolue? Non, c'est tout. Merci à vous pour l'intervention. Je t'en prie. Donc, justement, nous sommes actuellement sur l'international et le budget marketing. J'aimerais que Lewis, s'il te plaît, tu lises. Morel, tu as la parole. Qu'est-ce que le marketing international? Le marketing international consiste à promouvoir des produits ou services dans plusieurs pays en tenant compte des différences culturelles, économiques, légales et digitales. Très bien. C'est une définition aussi simple que ça. Et on cherche à parler aujourd'hui de marketing international avant de toucher au budget marketing, qui est également un aspect très important dont vous ne pouvez pas vous soustraire. Le marketing international, c'est bien entendu le fait de vouloir se faire connaître à l'étranger. Pour une entreprise qui a, par exemple, sa base, sinon, on va dire, ça, on parle de quoi souvent, la maison mère, dans un certain pays, ils veulent faire désormais le pas de pouvoir s'internationaliser. Donc, même par exemple par rapport au site web, il y a l'internationalisation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met à l'intérieur juste parce que le site web va aller à l'international. Et l'une d'entre elles, ça va par exemple être la langue. Le fait de justement adapter la langue, ainsi de suite. Vous allez observer par exemple que lorsque vous allez sur certaines pages, lorsque vous les traduisez en anglais en utilisant le moteur de recherche Google, si soit dit en passant, ces pages-là n'ont pas malheureusement proposé une traduction, par exemple anglaise, pour ceux qui lisent pas, pour ceux qui lisent anglais, vous allez réaliser que la traduction du moteur de recherche Google est assez, euh, elle est imparfaite, elle est parfois peu précise. Et l'internationalisation, justement, vient aider à régler ce problème de barrière linguistique en ce que les propriétaires de sites web, par exemple, vont décider de traduire leur site web selon la langue, ou du moins les langues disponibles qui font partie de leur audience. Exemple, Facebook a une audience un peu partout dans le monde, sinon partout, enfin il faut le dire, partout dans le monde, pas un peu. Et donc ça veut donc dire que eux, ils appliquent très naturellement le principe d'internationalisation pour leur plateforme, de sorte que le menu Facebook en français et en anglais, les traductions des terminologies à l'intérieur. Exemple, post, ou alors le Facebook en espagnol, lorsqu'il s'agit par exemple de post, ils ont traduit en espagnol. Ils n'ont pas laissé un robot traduire. Parce que le manque d'internationalisation fait que le robot traduira mot à mot sans forcément comprendre la culture, la compréhension. Donc, lorsqu'on veut parler du marketing international, on a envie de promouvoir nos produits et services un peu partout. Et c'est une chose qui se fait beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'arrivée d'Internet naturellement, avec les e-commerce. C'est une chose qui se fait beaucoup. Et donc, ce serait une faute de ne pas vous enseigner cela. L'international contre le local. Nous avons la culture. Alors, je vais parler de ça et on va prendre quelques temps ici. Les différences entre l'international et le local, elles se font facilement ressentir dans le cadre de la culture. Effectivement, lorsque vous êtes face à cela, vous ne pouvez pas du tout vous en défaire. Il y a par exemple, euh, je crois qu'on parle de Mitsubishi Pajero. Vous allez observer, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, on peut faire des recherches également.
Mitsubishi Pajero, par exemple, s'agissant de certains pays dans lesquels ils devaient rentrer pour pénétrer le marché notamment, ils ne pouvaient pas garder le nom Pajero, par exemple en Espagne. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Qui sait que Mitsubishi Pajero, par exemple, ils n'ont pas gardé le nom Pajero en Espagne? Qui le sait? Qui ne le sait pas? Ça ne vous intéresse pas, c'est sûr. Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Tout comme moi, de mon côté, aucune idée. D'accord. Alors, justement, Je peux le essayer. Mitsubishi, comment? Je peux essayer, je sais pas. Oui, vas-y, n'hésite Et pas. ça, Bon, je pense que Pajero n'est pas un nom accommodé. Je vais dire ça comment. C'est un mot vraiment, je vais dire ça grossier, si on traduit en espagnol. Donc, Tu parles je me dis, espagnol, toi? j'ai fait des cours en espagnol au secondaire. Oh, really? Hey, Yes, ça c'est super ça. That's great. Hey, ah, that's good, that's good. Ah, so, c'est bien parce que tu sois là, alors tu as fait l'espagnol. Tu n'as pas besoin de donner la définition. Ils vont aller chercher eux-mêmes s'ils sont curieux. Mais tu peux continuer. d'accord. Étant donné que c'est un mot un peu grossier, je pense pas que ça sera en adéquation avec leur politique commerciale. C'est un peu... Exactement. Donc, le Mitsubishi Pajero, par exemple, ils ont décidé d'appeler ça Mitsubishi Montero parce que justement en espagnol, c'est compliqué. Et ça fait partie justement lorsqu'on veut aller à l'international. Ce sont des domaines qu'il faut comprendre. Ce qui marche en local ne marche pas nécessairement à l'international. Ah, ça, c'est une évidence. On va plus loin avec le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'est pas le même comme on le sait d'un continent à un autre. Les inégalités sont extrêmes, sont énormes. Ce sont des fossés. Et on se retrouve par exemple avec les États-Unis et on vient avec l'Afrique centrale. Prenons cet exemple tout simple. Comme majoritairement ici, nous sommes en Afrique centrale, à part Victoire. Vous le savez bien. J'aimerais que ce cours soit interactif aujourd'hui parce qu'il n'y a pas énormément de pratique en vérité. Et j'aimerais qu'on échange et vous allez comprendre en quoi est-ce que c'est important parce que vous serez amené, que ce soit pour vos entreprises personnelles, que ce soit pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent s'internationaliser, mais elles ne connaissent pas ces principes-là. Et je peux vous assurer qu'elles se cassent la tête. Revenons par exemple à Mitsubishi Pajero. Le fait pour eux d'appeler Pajero en Espagne, déjà, ils perdent la moitié de leurs clients, peut-être même plus de la moitié. Si c'est un pays qui est, euh, si la population est énormément pudique, ils perdent parce qu'aucune personne ne voudrait appeler sa voiture Pajero, ne voudrait le dire. Donc voilà un peu. Donc ce qui est clair, c'est que par rapport aux objectifs marketing, si tu décides d'appeler ta voiture comme ça, pour nous, ça résonne bien, on aime bien, c'est beau, on peut même faire des chansons avec cela. Parce que justement, lorsque tu vas communiquer avec ce terme Pajero. Ça ne dit pas grand-chose. Ça n'attire pas notre attention plus que ça. Mais dès lors qu'il va maintenant falloir présenter une communication visuelle, une vidéo, par exemple, avec la voiture, eux sachant bien le terme en question, ce que ça signifie, ça passe pas du tout. Ce qui voudrait dire qu'ici, tu as enfreint quelque chose. La conscience collective a été souillée. Et donc, le marché, tu l'as perdu. Tout naturellement. Surtout, j'imagine un peu si les Espagnols étaient du côté du Japon là-bas, ou de la Corée du Nord, avec Kim Jong-un. La manière dont ils ont été un peu traités là-bas et comment est-ce qu'ils se comportent aujourd'hui. Donc voilà. Autre chose avec le pouvoir d'achat, comme je disais tantôt, c'est la différence de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est faible, comme on le sait dans nos pays africains, par exemple en Afrique centrale, et naturellement élevé. Prenons seulement l'exemple des États-Unis. Maintenant, pourquoi est-ce que ce cas est important?
parce que vous l'aurez naturellement observé. Alors, quelqu'un peut-il me donner une diffusion? J'aimerais voir si on me suit dans ce que je suis en train de dire. Parlant justement du pouvoir d'achat avec le cas de Nido Nestlé. Est-ce qu'on voit où est-ce que je veux en venir? Est-ce qu'on voit un peu? Parce qu'avec le premier exemple de la culture, lorsqu'on arrive sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'on voit maintenant quelles sont les contraintes ici? Quelqu'un a la parole s'il veut bien. Coach, Morel. Oui, Aïcha, tout vas-y. Je parlais de euh, Morel parce que son micro est ouvert. d'accord. Vas-y, Aïcha, tout. En fait, je ne comprends pas le lien qu'il y a entre ces deux politiques commerciales ou bien qui fait intervenir le pouvoir d'achat, étant donné que l'entreprise Nido, elle est connue dans presque tout le monde entier. D'accord, je vais en venir. Je vais donner quelques exemples, quelques éléments, et là, on va comprendre. On veut faire la promotion d'un produit, par exemple, d'une boîte de lait Nido en poudre. Lorsque vous partez dans les rayons américains, que ça soit même si vous regardez à la télévision, vous allez observer qu'en général, nous avons des grandes salles, des grandes tailles, pardon. Naturellement, leur revenu, leur pouvoir d'achat peut acheter de tels produits. Voilà pourquoi c'est comme ça. Lorsque vous arrivez en Afrique, par contre, le lait Nestlé ou alors le lait Nido, ce n'est pas dans toutes les maisons particulièrement. Et je parlerai principalement des grosses boîtes. Déjà, parce que plusieurs ne peuvent pas s'en acheter. Ou encore, plusieurs peuvent s'en acheter, mais ça va impacter parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, le pouvoir d'achat rentre en compte énormément. Et pour pallier à cela, d'accord, durant l'étude qui a été faite, donc l'étude de marché, lorsqu'une étude est faite, on réalise que la population, si on lui présente le produit Nido, qui n'est en vérité pas de luxe pour eux, mais pour nous en Afrique centrale, par exemple, pour certains, c'est encore quand même, voilà, c'est peut-être pas dans toutes les maisons. Je parle des grandes boîtes. Alors, ce qu'ils vont faire, par exemple, Nido, c'est qu'ils vont décider alors de prendre des sachets. Donc, justement, avec des sachets de 100 francs, 250, c'est naturellement possible d'accéder aux produits parce que notre pouvoir d'achat est limité et nous ne pouvons pas acheter une grosse boîte. Toutefois, nous voulons boire du lait et donc ils répondent à notre besoin en nous offrant quoi? Des petits sachets. Est-ce que là maintenant tu fais le lien avec Château? Oui, oui, je comprends mieux, coach. Et c'est ça en fait le principe. Tu as envie par exemple de vendre certains de tes produits à Madagascar. Si tu veux même aller vendre certains de tes produits en Inde, sachant que le franc CFA et, là, et le roupie indien, le franc CFA, dans une certaine mesure, a beaucoup plus de valeur. Il pèse un peu plus. Tu voudras appliquer les mêmes prix là-bas. Par exemple, tu dis que tu vends ta brésilienne, bon, ça, c'est même pas un bon marché. Ok, brésilienne, tu vas aller vendre en Inde. Mais on a compris ce que je veux dire. Si tu veux, tu prends le savon noir du Ghana. Tu prends le savon noir et tu dis que tu vas aller maintenant le vendre du côté de Madagascar. Et ta devise, c'est le franc CFA. Parce que tu as l'habitude de gagner de l'argent justement en franc CFA. Tu dis non, mais je dois mettre le même prix. Si par exemple ton savon noir coûtait 500 francs CFA, lorsque tu veux également internationaliser ton entreprise et donc avoir également une succursale du côté de Madagascar, tu vas dire que moi également, je vais vendre le savon noir là à 500 francs. Or, tu te rends même pas compte que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Madagascar, c'est une grande souffrance, c'est une grande précarité pour plusieurs. Et donc, le pouvoir d'achat n'est pas le même pour eux aussi. On est en Afrique, mais en Afrique encore, il y a des pays où c'est encore plus compliqué. On dirait qu'ils sont plus en Afrique que nous. Si seulement l'Afrique, c'était un problème. En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, voilà un peu la réalité.
Morel, tu voulais dire quelque chose, peut-être. Bof, juste que, voilà, vous avez déjà planté le décor. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, je pense que la différence de classe sociale joue un rôle, on va dire, assez primordial parce que déjà, chez nous en Afrique, enfin, en Occident, par exemple, ceux qu'on considère comme étant des pauvres vivent avec beaucoup plus de moyens que ceux qu'on considère comme étant des pauvres chez nous en Afrique. Mhm. C'est dire que, c'est dire que, à partir de ce moment, il est évident que, voilà, la différence enfin, il est évident que le pouvoir d'achat marque une grande différence entre les différents pays dans lesquels on veut intervenir. Effectivement. Donc, si on ne prend pas en compte ces aspects-là, malheureusement, on tape dans le mille. On tape dans le mille. Je vous présente le Nido en question, parce que nous connaissons très bien, quasiment tous. Mais il y a de ces boîtes-là que quand vous partez dans les rayons, déjà, vous n'allez pas forcément les voir. Et là, vous n'allez pas les voir chez dans les boutiques de quartier. Certaines grosses boîtes, vous allez les voir majoritairement dans les grandes surfaces. Oh Seigneur. Vous allez les voir dans les grandes surfaces. Désolé pour le chien africain, là, vraiment. Il y a un problème, celui-là. Donc voilà, il y a des choses que vous n'allez pas voir dans les grandes surfaces. Et bien d'autres, pardon, que vous n'allez voir que dans les grandes surfaces. Et d'autres, vous allez les voir dans les petites surfaces. Et donc, le pouvoir d'achat, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Pas du tout. Et il y a même d'ailleurs des laits ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'au Gabon, il y a ça? Celui-ci, là. Euh, Morel, tu me dis, hein. Peut-être qu'ils ont ajouté ça, mais j'avais jamais vu ça là-bas, personnellement. Celui qui est là. Oh, il n'y a pas souri, là. Est-ce que tu l'as déjà vu? Allô? Non, celui-là, je l'ai jamais vu par ici, hein. Voilà. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Il y en a, tu vas pas voir. Il y en a, quand tu vas dans d'autres pays, c'est là où tu vas voir. Tu vas réaliser que, ben voilà, en fait, voilà une grande différence. Et ce sont les Monsieur, réalités. monsieur, Oui, s'il vous plaît. Monsieur, oui. bon, enfin, tout compte fait, quand même, je pense que j'ai vu parce que je me rappelle en 2016, j'ai bossé à Nestlé Gabon, leur siège Mhm, ici à Kaé, à Libreville. mhm. J'ai bossé, mais par contre, cette qualité-là n'était pas redistribuée dans les petits commerces de proximité. C'était plus dans les grandes surfaces. C'était juste dans OK. les grandes surfaces que c'était disponible. OK, d'accord, d'accord. Merci pour l'éclairage. Donc Ouais, voilà, on a pareillement. un peu. Ah, chez vous, il y en Ouais, a? en fait, je voulais juste aller un peu dans le même sens que Morel. OK, Tout quand même, chez nous, ici, vas-y. là, c'est dans les grandes surfaces qui est dans les mass market. Mhm. Mm. D'accord. Je l'ai personnellement jamais vu au Gabon, donc voilà, certainement, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu. Et lorsqu'on fait justement, voilà, on veut se lancer à l'international, c'est ça. On passe ensuite aux lois et aux réglementations. Ça, c'est important et ça, vous le savez très bien. Par exemple, pour les pays qui ont refusé l'homosexualité, certaines diffusions de Netflix ne sont pas acceptées dans leur pays s'ils sont regardants. Certaines diffusions concernant des films homosexuels et j'ai appris qu'il y en a des films où bon, du moins, on éduque les gens par rapport au fait que ben, c'est normal. Du coup, tu vas donc voir un film où peut-être un homme et un homme ils sont en couple normalement, ils vivent une vie, enfin, c'est un peu comme Roméo et Juliette, quoi. Roméo et Juliette avec deux hommes, Roméo et Julio. Et puis voilà, naturellement, si toi tu travailles à Netflix, tu dois pouvoir te renseigner sur la loi et la réglementation dans tel pays où tu veux aller. Parce que comme vous le savez, par exemple, en Arabie Saoudite, où ce n'est pas autorisé, ces choses-là, du moins de façon publique, ben on ne peut pas. On va pas publier ça sur les. Parce que je sais, en faisant des recherches, j'ai vu que effectivement, ils ont quand même des films où ils peuvent enseigner. Enfin, même pas enseigner, c'est naturel de regarder un film où tu as Roméo et Julio. Je ne prends qu'un exemple sur le bateau.
Donc voilà. Tu as également l'usage du digital. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos séances et regardons comment il y a les coupures dans nos pays. Coupure ici, coupure là, tu ne peux même pas te lancer. Toi, ton entreprise, justement, c'est une entreprise qui fait dans la formation digitale. Mais comment on s'en sort avec ça? Cet exemple, encore, c'est tout petit. Vous avez par exemple des structures telles que ChatGPT, OpenAI, voilà, la maison mère de ChatGPT. Et ils disent qu'ils vont maintenant venir s'installer, par exemple, au Congo-Brazzaville, là où il y a les coupures parfois 12 heures sur 24. C'est ça, hein? Les 8 où je me trompe. Peut-être 12 heures, c'est petit. Oh, c'est même petit. Voilà. Donc, et là, c'est un expert qui parle. Ils ont des coupures là-bas, 12 heures environ en moyenne sur 24. Bon, maintenant, ils vont venir s'installer. Ils vont pas marcher tout le temps au groupe, quand même. Et même s'ils marchaient au groupe, le fait est que la couverture Internet est comment d'abord? Comment est la couverture Internet? Pour avoir, par exemple, été au Bénin il y a une semaine, 2 semaines par là, j'ai pu voir à quel point on n'a pas fait une séance ensemble à cause du fait que j'avais pas une bonne connexion. On n'a pas fait on n'a pas fait, on a manqué une séance parce que j'avais pas une bonne connexion. J'avais pourtant MTN. MTN, ça coûte très cher. Et donc, du coup, tu veux acheter Internet et ça coûte très cher. Pour me sortir de cette situation, il a fallu que je paye un forfait du mois. Entre-temps, je ne restais là-bas que pour quelques jours. Et même le jour où j'ai payé le forfait du mois, je suis parti le lendemain. Vous imaginez un peu. Et donc, c'est toutes ces réalités. Tu veux implanter ton entreprise telle que OpenAI au Congo, par exemple, mais les réalités là, si tu les oublies, tu ne vas pas t'en sortir. Et ça va impacter énormément. Parce que la population congolaise, au lieu d'apprécier ton produit, ben, ils ne vont pas pouvoir apprécier. Et du coup, ça va être une perte. Donc, ce qui marche dans un pays, naturellement, peut échouer ailleurs. Et là, parlons maintenant des piliers du marketing international. Il y a l'étude de marché. Voilà pourquoi on doit le faire. Je dois comprendre quels sont les piliers. Si je ne les comprends pas, je passe à côté, naturellement. Donc, on ne va pas prendre plus de temps là-dessus, mais je vous invite quand même à apprendre comment est-ce qu'on fait une étude de marché. Je vous le conseille fortement parce qu'un marketeur, l'une des choses qu'il doit savoir faire, si on lui demande, s'il ne maîtrise pas grand-chose, il doit quand même être capable de réaliser une étude de marché qui va impliquer beaucoup de choses, telles que l'étude de la concurrence, par exemple, la consommation, toutes ces choses. C'est énorme. Comprendre le pays dans lequel tu te trouves, dans lequel tu veux justement te lancer, ça va être très important. On a également le choix des canaux. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux que nous utilisons ne sont pas tous utilisés, ne sont pas utilisés partout de la même manière. Certains endroits on utilise beaucoup WhatsApp. Du coup, tu vas dire que moi, lorsque je vais dans tel endroit, ma stratégie de communication, mon canal de communication, dès que j'arrive dans tel pays, par exemple en Chine, je vais utiliser aussi WhatsApp et donc je vais publier là-bas afin que voilà, les gens regardent ce que je fais parce que je vais avoir une liste de contacts. Voilà, voilà, voilà. Mais tu n'as pas compris. T'as pas compris. Tu fais une communication et tu dis contactez-nous sur WhatsApp alors que tu es en Chine. T'as pas compris. Ils ont d'autres réseaux sociaux tels que WeChat qu'ils utilisent et plein d'autres choses. Donc tu les fatigues si tu veux parler de WhatsApp tout le temps. Et tu perds le marché. Lorsque tu arrives par exemple en Afrique anglophone, tu vas observer que dans les pays anglophones du moins, tu vas observer que l'usage par exemple de X ou bien X, c'est soutenu par rapport à nos pays francophones. X, l'ancien Twitter. Est-ce que quelqu'un ici utilise Twitter? Oui, coach. Aïcha, tout. Mais toi, c'est normal, vous êtes bilingue. Tu parles anglais, non? Oui, un peu. Ah, voilà. Non, Lewis, en tout cas, moi, je sais que ça, c'est mon gars sûr. Il n'est pas dans les histoires de l'anglais, là. Donc, c'est sûr qu'il n'utilise même pas, n'est-ce pas? Bon, moi, c'est même ça. Morel, encore moins toi. Tu vas te Bon, fatiguer la vie il pour fut rien. un temps, je sais.
Il fut un temps, j'utilisais, mais après, ça m'a saoulé trop en anglais et tout. Je suis un peu, Mhm. Et puis c'est ça en fait. Or vous allez vous rendre compte que les présidents de ces pays-là communiquent sur Twitter. Et chez nous en Afrique francophone, ils communiquent où? Facebook, LinkedIn, mais Facebook aussi beaucoup. Et c'est en fait ça. Donc il faut un choix de canaux. Les réseaux sociaux, moteurs de recherche, marketplace, tout ça c'est à comprendre. Sinon, tu vas dire que moi, mon choix du canal, lorsque je vais par exemple dans tel pays ou dans un tel pays, je vais utiliser ça. Mais tu ne te rends pas compte que la majorité de ton audience ne se retrouve pas là-bas. Déjà parce que le pays en lui-même n'a pas fait de tel réseau social, de tel voilà, moteur de recherche. C'est quelque chose qu'il utilise beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en Chine, on utilise Google comme nous, là? Alors pourquoi tu veux faire... c'est un peu toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. On a ensuite quoi? L'adaptation. Donc l'adaptation du message, la standardisation aussi. Mais parlant de l'adaptation, il faut comprendre que il faut s'adapter hein, au pays dans lequel vous êtes. Et voilà pourquoi on a parlé de l'exemple de Pajero. Bon, voilà, l'exemple de Pajero. Vous avez également le budget adapté à chaque marché. Il y a un budget adapté à chaque marché. On va en parler plus en détail sur la suite. Alors, on va passer aux 4 P ou aux 7 P. Ça, c'est le sujet que, comment il s'appelle? Lewis connaît. En tout cas, Lewis connaît ce sujet. Je me trompe? Non, non. Ah, alors j'ai pris une certaine page pour vous. Je vais vous la partager. Juste un instant. Et ça, il faut comprendre ça. Lewis en a parlé une fois. Certainement, pour ceux qui ne maîtrisent pas, ils n'ont pas forcément compris. J'ai pris cette page pour vous. Je crois que je vais peut-être vous envoyer le lien si je n'oublie pas. Ouais. Ouais, je le fais déjà. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Laisse-moi vous envoyer le lien rapidement. OK. Alors, nous sommes là sur les 7 P. Mais avant, c'était 4 P. Alors, 4 P, parlons de quoi? Prix, place, produit, promotion. Les 4 P qui sont également les fondamentaux du marketing. Ça, c'est d'abord le marketing en lui-même, avant de passer au marketing digital. Maintenant, on s'est vite rendu compte qu'il y a des éléments qu'il manque. Parce que maintenant que nous sommes arrivés dans le digital, il y a des choses que les 4 P ne nous offrent pas. Parce que si dans les 4 P, on ne parle que du produit, comment il doit être, ainsi de suite, sa promotion, comment le vendre, son prix, quel est le prix qu'on doit fixer pour cela dans tel ou tel pays, ou sa place, où est-ce qu'on peut le distribuer. Il y a des éléments que nous n'avons pas compris. Il y a des éléments que nous ne pouvons pas suivre et contrôler. Du coup, on est passé des 4 P aux 7 P avec l'arrivée du digital marketing. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas les 4 P déjà, ça c'est un autre problème. Alors, tout d'abord, j'aimerais que Aïcha tout lise pour nous. On y va. Coach, je dois lire cette page que je vois devant moi. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que le marketing mixte? Tout d'abord, rappelons les bases. Le marketing mixte correspond à l'ensemble des actions et des décisions prises lors de la mise en place d'une stratégie de vente. Ces décisions concernent chacune un des, un des axes principaux de la stratégie. OK, Ce principe, tu peux t'arrêter là. À d'accord. l'époque, Borden décrit le marketing mix comme reposant sur 4 piliers, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment à l'époque. Prix, place, promotion, distribution. On appelle donc le marketing mix. Ça, c'était avant. J'aimerais que vous compreniez que si on vous parle des 4 P, c'est une bonne chose, mais ça, c'était avant. Lorsqu'on parle des 4 P, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire une lecture ensemble et on va expliquer si c'est nécessaire. On y va. Product.
Let's go. Product, la politique de produit. Comme son nom l'indique, la politique de produit concerne les éléments relatifs aux produits ou services proposés aux consommateurs. Ces éléments peuvent être tangibles ou non. La politique de produit définit toutes les caractéristiques esthétiques, techniques, mais aussi la composition, la qualité ou encore le design du bien ou service commercialisé. Ok, Cette étape, regarde, arrête-toi là un instant. La politique du produit. Dans nos pays anglophones là-bas, bon, c'est une chose que vous allez beaucoup observer ici. Certaines publicités, par exemple au Ghana, ils vont aimer faire des publicités. Chez les autres, on utilise des mannequins, il n'y a pas de souci. Voilà, mince là, très fin, tout ça là. Tu regardes la télévision ghanéenne, tu vas observer dans certaines publicités des, des grosses femmes, corpulentes. Je ne sais pas si... C'est vraiment important. Et tout ça, on parle d'un produit, hein. On parle de la politique du produit. Alors, laissez-moi... Comment on appelle déjà ce produit-là? Attends, Pentine. Alors, j'aimerais quand même que vous découvriez. En même temps, en faisant de tels cours, euh, vous découvrez, hein, comment ils appellent déjà Paint Shield. Alors, c'était, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir, je sais que c'est beaucoup plus sur YouTube. Ah ben c'est là. We Go Paint. C'est ça. Est-ce que je peux accéder à ça? Juste un instant, j'aimerais vous faire quand même découvrir. Vous comprendrez, vous comprenez à quel point les pays sont différents. Tu as envie de vendre quelque part, mais il faut que tu saches. Euh, ah non, c'est même pas ça. Enfin, c'est ça, mais ici, c'est une publicité différente. Moi, je cherche Savannah Painting. Savannah Paint Ghana. Je voudrais quand même vous faire découvrir ça. Savannah Paint Ghana. Je ne sais pas s'ils ont mis ça sur, sur YouTube. Ils devraient, hein. Je l'espère en tout cas. C'est une publicité en même temps. Ben voilà, j'ai trouvé. Voilà une de leurs publicités. Vous n'entendez pas? Bon, celles-là, elles sont même minces. Ils ont fait exprès, hein, de choisir de telles personnes. Je n'entendais pas, mais bon. Celles-là, elles sont même... C'est pas celle-là même encore. Est-ce que c'est celle-là? Voilà les mannequins. Celles-là, elles sont minces. Dommage, je ne trouve pas ce que je cherche. Alors, je dois l'avoir ici. Tac. Donc, voilà un peu ce que je suis en train de vous dire. Et vous observez, en regardant par exemple cette publicité sur un produit, ces personnes-là sont mises en face de nous pour pouvoir définir le produit en question et communiquer sur le produit. Elles sont en train de travailler ici, là, on parle de la promotion du produit. Et ils choisissent expressément, et je peux vous assurer que ça, ce sont les plus minces qu'ils ont choisi, parce qu'il y a une autre publicité où ils ont pris d'autres personnes avec encore beaucoup plus, voilà, de rondeur et de grosseur. Et vous allez voir que ces publicités-là sont, ben, c'est ça, hein. On veut communiquer, est-ce qu'ils ont même vu? Ouais, ils ont vu. Donc voilà. Non, c'est pas là où je veux aller. Tu veux pouvoir communiquer, je vois pas vos réactions, hein. Les gars, je vois pas vos réactions. Mais je reviens quand même. Peut-être que certains ont voulu réagir. Morel, tu dis quoi? Je vois ton pouce.
C'est un problème de, on va dire, d'instabilité de la connexion, en fait. Donc, j'ai pas vraiment suivi. Oh, t'as pas vraiment suivi. Ok, y a pas de souci. Donc voilà, on te parle de la politique du produit. On te dit ceci, on parle d'esthétique, les caractéristiques du produit et tout ça. Tu penses ensuite au prix. On va expliquer. Allons-y avec le prix. Euh, Aïchatou. Un price, la politique de prix, Mhm. est élément crucial. Élément crucial de la stratégie marketing, le prix a un impact direct sur le nombre de ventes réalisées à l'avenir. Il est défini en fonction du positionnement souhaité par la marque. Il permet de se placer dans un segment face à la concurrence. Les deux stratégies les plus connues sont les stratégies d'écrémage, vente, vendre un produit à un prix très élevé et en petite quantité, afin d'avoir une image de marque, luxe, et de pénétration à l'inverse, un prix très bas, de de nombreuses ventes réalisées dans de nombreux points de vente. Cette Pour définir, stratégie qui... Tu peux t'arrêter là un instant, s'il te plaît. Cette stratégie d'écrémage et de pénétration font partie des stratégies majeures en marketing, en marketing. Basiquement, en marketing d'abord. Parce que le marketing digital, il est dans le marketing traditionnel. Donc voilà. Tu veux justement fixer le prix de ton produit, il faut que tu comprennes une chose. Tu as également à l'intérieur le pouvoir d'achat des personnes. Donc, si tu as envie de beaucoup en vendre, ben, tu te diras, est-ce que tu vas placer ton produit dans la stratégie d'écrémage? Donc, tu veux qu'il soit la crème de la crème, tu veux qu'il soit à des prix élevés parce que peut-être ta clientèle, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, ou tu voudrais pénétrer le marché. C'est à toi de voir. Et il y a certains magasins comme ça qui ont réussi à le faire. Vous avez par exemple l'exemple de, au Gabon, on l'appelle tout à 1000 francs. Peut-être au Cameroun, c'est un nom que je ne connais pas naturellement. Au Congo aussi. Ils ont ouvert des magasins, ce sont des Libanais. Ils ont ouvert des magasins dans lesquels tu achètes tout ce que tu veux, par exemple. Parfois, ce sont ce sont des produits, parfois, lorsque tu vas dans d'autres types dans d'autres magasins, c'est parfois élevé. Mais ils ont donné le nom tout à 1000 francs. Bon, je ne sais pas si c'est toujours tout à 1000 francs, mais avant, c'était le cas. Tu avais 1000 francs ou moins de 1000 francs. Donc voilà un peu. On passe ensuite à la politique de distribution. On y va, Aïchatou. Nous sommes en train de parler de marketing mix. d'accord. Place, la politique de distribution. Cette politique définit l'ensemble des moyens mis en place pour la commercialisation du produit finalisé. Elle concerne les endroits et les canaux utilisés pour déplacer, envoyer ou simplement implanter les produits commercialisés. Il est essentiel pour les entreprises de bien maîtriser cette étape afin de minimiser les coûts. Exemple, la logistique et éviter un impact trop important sur le prix final proposé aux consommateurs. Regardez, tu as envie, encore une fois de plus, de t'internationaliser. Tu connais pas le pays en question. Mais toi, tu te dis que l'endroit où j'ai envie de pouvoir placer mon entreprise, qui fait par exemple dans la vente de jus, c'est par exemple à l'arrière-pays. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu sais pas que la route est compliquée, ainsi de suite. Et dans ta politique de distribution, tu dois bien savoir que pour faire parvenir, acheminer le produit de là où tu es, la base, je sais pas, des revendeurs et tout cela, il y a un problème de route, il y a un problème d'accessibilité et ainsi de suite. Ta politique de distribution doit être définie clairement. Ça va être quoi? Premièrement, l'endroit où tu vas te situer. Est-ce que de là où tu te situes, tu as la possibilité de distribuer facilement ton produit? C'est essentiel pour toi de maîtriser cette étape-là. Parce que si tu ne le maîtrises, si tu ne la maîtrises pas, malheureusement, tes coûts vont exploser pour des choses qui n'en valent pas la peine. Or, le marketing te demande déjà beaucoup d'argent, certaines promotions, ainsi de suite, et tu veux perdre de l'argent dans la distribution. Tu dois travailler sur cela naturellement. La politique de communication.
On y va. Promotion, la politique de communication. Cette catégorie correspond à toutes les actions de communication mises en place afin d'atteindre la cible. Qu'il s'agit de publicité télévisuelle, d'affichage ou encore d'emailing, il faudra ici définir les canaux qui sont les plus appréciés par les cibles. Il faudra également définir un positionnement, un angle d'attaque afin de véhiculer l'image de marque désirée de la bonne façon. Je continue ou bien je m'arrête? Je veux continuer. D'accord. La politique de communication regroupe également les actions mises en place afin de booster la vente comme les promotions limitées dans le temps ou les goodies accompagnant le produit. Alors, on parle ici de ces 4 P et déjà, naturellement, vous devez les maîtriser. Lorsque j'ai commencé dans le marketing, ces choses-là étaient connues pour moi et elles doivent être connues pour vous, c'est clair. Maintenant, on est passé au 7 P. Et c'est là où justement, comme on fait du digital, il faudrait que vous sachiez cela. Alors, on passe à qui d'autre va lire? Alors, Morel, on y va. Le marketing mix au goût du jour, les 7 P. People, remettre le consommateur au cœur de la stratégie. Ces Une dernières chose, avant que années, tu ne commences à lire, on peut le dire, hein, on a toujours dit le client est roi. On l'a toujours entendu, mais dans la pratique, on ne le voit pas. Aujourd'hui, à cause du digital, on n'a plus le choix que de pouvoir implémenter maintenant cela. Parce qu'aujourd'hui, le client a le choix. Le client peut obtenir son produit dans n'importe quel pays. Il n'a plus besoin de se déplacer. Donc, si on te fatiguait dans un certain magasin, depuis chez toi, tu as la possibilité de faire le choix. Pire encore, lorsque nous allons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de voir les commentaires, on a la possibilité de voir les avis. Mais comment est-ce que tu vas maintenant mettre cela de côté? Naturellement, il faudra remettre le consommateur au cœur de la stratégie. Parce que si tu ne le fais, et voilà pourquoi on parle aujourd'hui de parcours d'achat, par exemple, la psychologie du client, ainsi de suite. Et toutes ces choses que nous avons étudiées au départ. Parce que tu ne peux plus te baser seulement dans ta stratégie pour ton marketing international sur les 4 P. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous savez, les entreprises, qu'elles le veuillent ou pas, elles deviennent de plus en plus internationales, même sans l'avoir désiré. Pourquoi? Parce que le simple fait que tu te retrouves sur la place te donne maintenant une grande visibilité. Ce qui voudrait dire que quelqu'un peut voir ton produit depuis l'Afrique du Sud, depuis le Ghana, depuis la France, depuis les États-Unis, ainsi de suite. Donc, tu ne peux plus ne pas implémenter cela. Tu ne peux pas te dire non, moi, c'est juste le marché local. Pas du tout. Tu vas observer que dans tes commentaires, il y a des gens qui te décrivent, par exemple, d'un autre pays. Lorsque tu vas observer, tu vas aller dans tes statistiques, tu vas observer que dans tes analytiques, tu vas observer que, ben, tiens, par exemple, ma page Facebook, elle est suivie par tant de personnes et ce ne sont pas que des Gabonais. Ça veut donc dire que tu dois justement remettre le consommateur au cœur de la stratégie. On y va, Morel. ces dernières années, la relation entre les consommateurs et les marques a été profondément modifiée. En effet, le consommateur s'est digitalisé et avec cette digitalisation, son horizon des possibles a été démultiplié. Le développement du e-commerce permet à n'importe qui de se faire livrer des produits venant du monde entier. Plus actif, il devient acteur de son parcours d'achat. Il souhaite exercer sa liberté et devient curieux, avide de nouvelles expériences, mais aux capacités d'attention limitées. Mais ça, c'est incroyable parce que la vérité, c'est ça.
capacité d'attention limitée. La proposition, elle est grande, mais nous n'avons pas plus de capacité à être attentifs à certaines choses. Du coup, la compétition, elle est rude. Si tu ne le mets pas, si on ne met pas le client au centre, ben, on passe à côté. On continue avec ici, physical environment, les preuves. Let's go. Physical environment, des preuves. Dans un monde où le consommateur est très renseigné et curieux, il est maintenant nécessaire pour les entreprises de rassurer ses prospects. Les preuves correspondent donc aux éléments permettant de convaincre le consommateur de la légitimité de l'offre proposée. Il s'agira ici de témoignages clients, de mentions satisfait ou remboursé, ou encore la gestion des avis clients sur les plateformes en ligne. Et enfin, Et enfin, le processus. Quel est le processus d'achat réalisé par les clients? Ici, on observe les canaux empruntés par le consommateur pour découvrir, obtenir des informations et acheter votre produit. En étant attentif aux réactions et aux attentes, un bon marketeur sera capable de faciliter et d'accélérer le cycle de vie du consommateur. maintenant, j'aimerais que tu lises juste ce que je suis en train de surligner. C'est bien beau tout ça, mais quel est l'intérêt réel du marketing mixte? Il permet déjà, il permet déjà d'avoir une stratégie de marque efficace et cohérente en mettant à plat les piliers de l'offre et de la demande. Une entreprise aura plus de visibilité sur ses actions et pourra ainsi proposer le bon produit au bon prix, au bon moment et au bon consommateur. OK, précisons une chose et repartons sur le slide. Parce que sur le coup, ça peut être beaucoup de lecture, mais vous ne comprenez toujours pas en quoi c'est important dans le marketing international. Le marketing local, tu l'as Effectivement. gagné. En local, tu as déjà gagné ton environnement. Parce qu'une entreprise qui décide de s'internationaliser, c'est parce qu'elle a déjà fait un travail en local et la clientèle a été conquise. Maintenant, elle a d'autres ambitions. Il faut vraiment préciser cela. Tu ne vas pas décider d'aller en local, en international juste parce que tu le veux. Il faut d'abord que tu fasses tes preuves. Fort des preuves que tu as eu à avoir, à collecter, ces preuves-là, tu vas maintenant les présenter dans ton marketing international. Je précise une chose et je mets l'équilibre. Ce que je ne suis pas en train de dire, c'est que, par exemple, les preuves en question sont seulement pour les autres à l'international, pas du tout. À l'intérieur aussi, dans le local, nous avons bien entendu besoin de cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu es en train de vouloir conquérir un nouveau marché. Alors, lorsque tu veux conquérir un nouveau marché, tu vas dire, par exemple, que ça fait 30 ans que nous existons. Dans ces 30 ans que nous existons, c'est bien beau tout cela. Mais où sont les preuves de ton existence depuis 30 ans pour que dans notre pays, on t'accepte? Tu as besoin des preuves, par exemple. Et toutes ces choses-là, si tu ne les mets pas en place, ben naturellement, ton marketing à l'international est voué à l'échec. Il est effectivement voué à l'échec. Tu vas dépenser beaucoup d'argent, ton entreprise va peut-être arriver dans tel pays, mais tu vas dépenser beaucoup d'argent et beaucoup trop d'argent. Et quand on parle d'argent, on est sur l'aspect du budget. Voilà pourquoi ce serait bien maintenant qu'on puisse définir le budget marketing. Avant que je ne poursuive, est-ce que quelqu'un a une incompréhension? Emmanuela, bonsoir. Bonne arrivée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Monsieur, ça va, il n'y a pas de questions pour le moment. Parfait. Nous sommes maintenant sur le budget. Donc, le budget marketing, lui, correspond à l'argent alloué pour atteindre des objectifs marketing. Aussi simple que ça. L'argent alloué dans quoi? Dans la publicité, dans le contenu, auprès des influenceurs, les outils, etc.
Et c'est une chose qui va forcément vous être demandée lorsque vous travaillez dans un département marketing. Ça va forcément vous être demandé. Ça dépendra de votre position. Mais il faudra savoir définir votre budget. Ça a l'air de rien, ça a l'air très simple. Pourtant, vous devez savoir balancer de l'important au plus important, au moins important, à l'urgent. Il le faut. Les principaux postes du budget marketing digital. Emmanuela, tu as la parole. Les principaux postes du budget marketing digital. 1. Publicité en ligne. Facebook Ads, Google Ads. 2. Création de contenu. Design, vidéo, rédaction. 3. Outils marketing. Emailing, CRM, analytique. 4. Influenceurs et partenariats. 5. Ressources humaines, agence. Alors, ce qui est présenté ici, c'est afin que vous ayez une idée de là où votre budget est censé être alloué lorsque vous faites du marketing digital. Et naturellement, vous vous lancez à l'international, vous voulez, et même en local, parce qu'ici, ici, cette section n'est pas nécessairement attribuée à l'international, ou essentiellement, vous voulez vous lancer, maintenant vous avez besoin de définir votre budget. Dans la définition du budget, vous avez des publicités en ligne parce que ce sont des possibilités que vous avez. Et lorsque vous avez justement défini votre stratégie, vous vous avez dit que dans votre stratégie, vous allez faire par exemple des ads. Mais vu que vous décidez de faire des ads, ça a un coût. Et lorsque vous voulez faire des ads, les ads en question, ce sont des contenus que vous voulez justement rendre publics. Et donc ces contenus-là, pour les créer, ça a un coût. Aujourd'hui, vous utilisez Canva gratuitement. Viendra un moment donné où vous aurez besoin de payer Canva Pro. Parce que vous allez vite vous rendre compte que vous êtes limité sur le Canva gratuit. Lorsque vous voyez ces couronnes-là sur certains contenus que vous ne pouvez pas utiliser, c'est embêtant. Parce que les contenus intéressants, naturellement, on les paye. Certaines fonctionnalités également. Les outils marketing, email marketing que vous avez vu avec MailerLite, CRM, c'est Relationship Management. Donc, c'est la relation, c'est enfin la gestion euh, de, on va dire quoi, des consommateurs, la gestion de la clientèle, si on veut. Donc, vous avez certains outils pour gérer la clientèle. Vous avez les analytics tels que Google Analytics, par exemple. Certes, celui-là est gratuit, mais vous en avez d'autres, par exemple, pour avoir des analyses parfois plus poussées. Vous avez les influenceurs si vous voulez les payer, comme c'est le cas aujourd'hui, le marketing d'influence, c'est quelque chose qui marche énormément. On prend un influenceur, parfois majoritairement des comédiens, comme on peut le voir ici dans nos pays. Allez, on va prendre quelqu'un qui fait beaucoup rire les gens. Allez, il va commencer à faire rire les gens dans une manière où il vend les produits. Certains le font très bien. Et les ressources humaines d'ailleurs. Parce que dans une entreprise, même si tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux, mais une entreprise sérieuse ou une entreprise qui a beaucoup plus d'effectifs et de un grand budget, naturellement, ils ne vont pas mettre tout ce travail sur une personne parce que ça va prendre du temps. La lenteur, malheureusement. Donc, il y a les ressources humaines également, parce que toutes les ressources humaines n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des designers qui n'ont pas des capacités forcément dans la vidéographie. Certains, tu leur demandes de faire des montages vidéo, bah, c'est compliqué. Quoique aujourd'hui, les compétences primordiales qu'un marketeur doit avoir lorsqu'il s'agit de la création de contenu, c'est vraiment le design, les vidéos, les montages vidéo qui doit arriver. Vous devez arriver à faire des montages vidéo simples. Vous devez arriver à le faire, des montages vidéo simples. Donc, vous avez besoin de ces outils. Canva aussi le fait très bien. J'utilise beaucoup Canva pour les montages vidéo. Donc, voilà. Pas seulement Canva, hein, vous avez aussi Filmora. Filmora aussi est très professionnel. Je l'utilise également beaucoup parce que Canva aussi a ses limites. Donc, pour les vidéos parfois plus élaborées, quand je dis élaborées, c'est peut-être par rapport à la taille de la vidéo. Je préfère dire ça comme ça. Vous avez besoin parfois de quelque chose comme Filmora ou bien CapCut ou bien il y en a d'autres encore. Donc, voilà. Donc, vous devez obligatoirement cibler les logiciels que vous maîtrisez pour ça. Mais bref, ces logiciels sont payants. Canva, vous allez voir que ça coûte 100 et quelques dollars par mois.
par l'année, pardon. Non, je crois que c'est 900. Bref, je me souviens plus. Voilà. Et donc là, on passe sur un cas pratique pour que vous ayez une idée de ce que je suis en train de dire. On va lire ensemble. Euh, Emmanuela, tu as la parole. Pas pratique. Exemple de budget marketing digital. Projet. Installation d'une multinationale en Afrique de l'Ouest. Maison mère Afrique centrale. Responsable marketing digital international. On y Objec- va. Objectif du budget. Accompagner l'entrée de l'entreprise sur un nouveau marché d'Afrique de l'Ouest en utilisant prioritairement les canaux digitaux pour 1. Se faire connaître rapidement. 2. Générer des prospects. 3. Créer la confiance. 4. Soutenir les ventes. Voilà nos objectifs. Maintenant, la répartition de notre budget. Parce que, en si quoi, exemple de répartition de budget. C'est ça donc que nous sommes en train de faire. Maintenant, on a envie ensemble de répartir le budget. Et vous avez une idée de comment est-ce qu'on répartit le budget. Il fallait vraiment que je vous présente cela. Donc, vous avez les ressources ici marketing, vous avez la description pédagogique qui n'est pas obligatoire, mais bon, pour les besoins du cours, c'est important pour vous. Et enfin, le pourcentage du budget. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un tableau qui a juste été fait comme ça, ou alors vous ne devez pas faire ce tableau seulement comme ça. Vous devez avoir naturellement votre stratégie sur la base de tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, tout vous connaissez. Et lorsque vous élaborez maintenant un budget, et vous voulez, par exemple, votre chef va vous dire que, par exemple, j'ai avec à ma disposition 2,5 millions et je voudrais lancer une campagne marketing, par exemple, sur 6 mois. Voilà le budget que j'ai. Et il vous dit, voilà mon budget, c'est à vous de le gérer. Nous voulons juste des résultats. OK. Avec l'équipe marketing, vous allez vous asseoir et toi, le chef marketing, c'est à toi de le faire. Toi, le chef marketing, tu vas devoir répartir le budget avec la connaissance que tu as globale du marketing et bien entendu avec l'aide de tes collaborateurs. Mais sache une chose, c'est que si tu dépenses mal le budget, tu seras blâmé. Et ce ne sont pas tes collaborateurs qui seront blâmés, ce sera toi. S'il n'y a pas de résultat, vous serez aussi blâmé. Répartissons ensemble le budget. Il se trouve que, voilà, on décide d'allouer 40% à la publicité en ligne avec les ads. Ça va aller plus vite. C'est vrai qu'on pourrait tabler sur du SEO, de la publicité organique, simplement comme ça, on poste sans ads. Mais bon, on a 6 mois et en 6 mois, si on veut commencer à poster juste comme ça, ce n'est pas évident. On a besoin de pousser un peu de sorte que la page soit vue, de sorte que le site web soit vu. Alors, on va mettre 40% sur la publicité en ligne, sachant d'ailleurs que ça coûte également beaucoup d'argent. 40% en allo. Et nous avons ensuite la création de contenu parce on a une équipe marketing, c'est vrai, mais les outils qu'ils utilisent sont payants. Parce que les outils qu'ils ont ne leur permettent pas de pouvoir bien travailler. Il leur faut des premiums. Parce que malheureusement, travailler en équipe, par exemple, utiliser par exemple le branding kit de Canva, ils ne peuvent pas, mais ils ont besoin de créer du contenu rapidement. Parce que vous n'avez que 6 mois. Tu n'as que 6 mois et tu dois créer du contenu très vite. Parce que tu ne dois pas passer ton temps à être en train de designer. C'est pas ça le but. Le but pour toi, c'est que le design soit prêt et qu'ensuite vous passez à la prochaine étape. Vous avez des vidéos, vous avez des articles, des pages web adaptées, ainsi. Bref, vous voulez par exemple créer une page web, un landing page, vous ne savez peut-être pas le faire ou vous savez le faire, bref, 25%. Vous avez des outils digitaux, 15%. Vous avez des influenceurs et partenariats, vous décidez de mettre 15%. Tu prends un influenceur quelconque, je ne sais pas qui, dans quel pays, tu le prends, tu dis, bon, tiens, moi je veux que lui, par exemple, voilà, il puisse m'aider dans ma communication. Et enfin, tu gardes des réserves stratégiques parce que effectivement, il y a des tests, des optimisations aussi et parfois des améliorations parce que tout n'est pas parfait. 15%. Est-ce que ça fait 25%? Est-ce que ça fait 100%? Je crois, hein. Non, je n'avais pas. Je pense que ça doit être 5%. Si ça doit faire... est-ce que mon calcul est bon? Il y a une erreur. Je pense que ça fait plus que ça.
Ça fait 105%. Ça fait 105, n'est-ce pas? Ça fait même 110%. Ça fait cent dix Oui, pour ça cent. dépasse que tu... Si j'avais prévu 5% ici au lieu de 15%. C'est pas 15%, c'est 5%. Juste un instant, je vais corriger ça. Et donc, le dernier, ça va être 5%. Oui, et vos réserves stratégiques, ça n'a pas besoin d'être autant. Voilà. Et enfin, donc les tests ajustement et optimisation des campagnes, 5%. Et là, ça devrait faire 100%, n'est-ce pas? Normalement. Donc, voilà votre total du budget marketing annuel, par exemple, sur 6 mois, ça dépendra de ce que votre coordination, vos chefs ont décidé de mettre à la disposition. Sachant que vous aussi, de votre côté, vous avez souvent vu le chef en disant que nous avons des besoins, chef. Vous voulez que nous fassions du contenu. Vous voulez qu'on crée des vidéos, mais on n'a pas de ring light. On doit acheter le ring light. On n'a pas de trépied. On doit acheter un trépied. On n'a pas de micro. On doit acheter un micro. Ce sont des choses comme ça. Ce sont des choses, je me souviens, lorsque j'étais administrateur, là où j'étais avant d'être actuellement là où je suis, je me souviens, l'équipe marketing venait tout le temps dans mon bureau. Monsieur Gédéon, mais on n'a pas de green light. Vous voulez qu'on fasse du contenu comment on n'a pas de green light? Ils vont vous parler, 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 parler. Ce sont des choses réelles. Ils vont vous parler, ils vont venir dans votre bureau le lundi. Ils vont être là, vous regarder, ils vont encore revenir un autre jour. Mais monsieur, on a besoin de ça. Et ce que tu dois faire, c'est déjà allouer un budget afin qu'on achète cette ring light-là. Parce que nous voulons du contenu. Oh, vous voulez faire des vidéos, machin, on a besoin d'un drone. Vous avez maintenant besoin de réfléchir comment faire pour la location d'un drone. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Et le marketing, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Et si vous ne le faites pas, ben, c'est dommage. Donc, c'était maintenant moi qui étais obligé de voir mon chef à chaque fois pour lui mettre aussi la pression. Parce qu'il venait me mettre la pression, parce qu'ils avaient des besoins. Et vu que je les coordonnais, je savais qu'ils étaient clairs. Donc, il venait m'en parler à chaque fois. Et bon, moi aussi, de mon côté, je vais faire remonter la chose à mon chef en lui disant que bon, il faut qu'on mette l'argent de côté. Et comme j'étais, il faut qu'on mette l'argent de côté pour pouvoir payer cette chose-là. Donc, voilà un peu. Donc, voilà en gros. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il y a une question, n'hésitez pas, parce que nous arrivons à la fin de ce cours-ci. Et donc, l'objectif pour vous, c'est de savoir répartir un budget. L'argent que vous avez, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que c'est un avantage pour vous, par exemple, de dire que moi, je vais payer Canva si je vais payer... Et voilà pourquoi vous devez connaître les outils. Si vous ne connaissez pas les outils, comment vous faites? Et vous devez savoir quel outil est le mieux pour telle tâche que vous voulez justement effectuer. Important pour vous. Et voilà pourquoi vous devez maîtriser certains outils. Vous devez Monsieur, vraiment. Oui, Morel? bon, la répartition du budget tel que présenté ici, je vais dire, est plutôt propre à ce que vous estimez être d'abord prioritaire parce que on peut constater que plus on avance dans la répartition, plus le chiffre, le chiffre, le pourcentage du budget alloué diminue. Mhm. Quelqu'un d'autre aurait pu, bon, enfin, à mon avis, quelqu'un d'autre aurait peut-être pu, par exemple, placer la création du contenu à 40% et ainsi de suite, changer un peu les chiffres. Mhm. Enfin, ma question est de savoir, c'est selon ce que vous estimez comme étant des besoins primordiaux, n'est-ce pas, ou bien? Effectivement, selon la stratégie que vous avez à mettre en place. Parce qu'il Mhm. y a, il y a, il y a, il y a des endroits où vous Ah, voulez entrer qui demandent à ce que vous dépensiez beaucoup d'argent en communication. Imaginez un pays dans lequel vous n'êtes pas connu. Vous n'êtes pas connu et vous voulez aller faire votre communication là-bas. Tu penses pas que tu ne vas pas dépenser, tu ne peux pas dépenser moins. La publicité en ligne va naturellement te coûter. Maintenant, est-ce que la création du contenu devrait te prendre autant d'argent? Ça dépend de si tu as les bons outils parce que, par exemple, pour créer du contenu, tu as Photoshop qui est gratuit. Tant que tu l'as téléchargé, c'est bon. Et si tu es un professionnel sur Photoshop, il n'a pas besoin de te fatiguer avec Canva. Ça, c'est un gain. Si c'est vraiment un professionnel. Parce que s'il n'est pas un vrai professionnel, s'il ne maîtrise pas ce qu'il fait, il va aussi prendre beaucoup de temps.
Parce que les gens utilisent Canva, c'est pas moins professionnel Canva, mais les gens utilisent Canva parce que c'est un gain de temps. Canva a énormément de ressources en son sein. Maintenant, si l'autre a envie d'utiliser par exemple Photoshop ou bien Affinity, peu importe, ça dépend de sa capacité. Et donc, si jamais, par exemple, parmi tous tes collaborateurs, il y a un qui sait utiliser Photoshop et que tu te rends compte que le besoin de Canva n'est pas du tout n'est pas nécessaire, allez, on va diviser encore le budget par deux, par exemple. On n'a plus besoin de 25% du budget Mhm. puisque Canva, ce n'est qu'un exemple que je prends, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, toutefois, il faut reconnaître que c'est en Oui. fonction de ce que tu as en face de toi. C'est clair. Il y en a même dans certains cas, tu n'as même pas besoin de mettre la publicité en ligne. Ça dépend de ta Ah, stratégie sur ok. le coup. Ah, ok, d'accord. Donc, en un mot, voilà, donc en un mot, la répartition du budget découle naturellement de la stratégie qu'on adopte, en fait. On commence par la stratégie, effectivement. Et on met en place la stratégie et on finit par répartir. Parce qu'une fois que la stratégie, c'est bon, on nous donne le budget parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc, on lui donne le budget. Et c'est vous qui dites que voilà. Par exemple, souvent, on va vous dire, venez nous présenter votre budget. Et lorsque tu vas présenter ton budget auprès des directeurs, ils vont voir leurs ressources, ils vont dire, bon, est-ce que vraiment on peut mettre autant d'argent? Ils vont vous dire, non, vous savez, l'entreprise a beaucoup de problèmes. Ils vont toujours vouloir des résultats, hein, mais ils vont aussi parler par rapport au fait que non, on ne peut pas dépenser autant d'argent. Ça, il faut s'attendre à ça, c'est clair. Donc, l'entreprise a beaucoup de problèmes, vous savez. Bon, bon, j'ai parlé comme ça aussi, hein, donc je sais de quoi, voilà pourquoi je dis ça. Parce que souvent, dépenser l'argent pour le marketing dans les Mm. entreprises, ça fatigue. L'entreprise a beaucoup de problèmes, vous savez, essayez de gérer avec ça, hein. Quelqu'un peut utiliser, comme moi en plus, je connaissais les outils. Je savais que, bon, vous là, vous pouvez utiliser tel ou tel outil, on ne paye pas. Utilisez ça, utilisez ça. Mais tu réaliseras simplement que par rapport au gain du temps, tu perds. Parce que malheureusement, tu fais passer plus Mm. de temps à créer des designs. Entre-temps, c'est pas ça le plus important. Certes, ça doit être beau, mais ça ne devrait pas prendre toute la journée. Un mois, ça passe très vite. 2 mois, ça passe très vite. Donc, c'est bon? Euh, ok. Et dans le cadre, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, d'accord. Donc, est-ce que il y a forcément, par exemple, pour vous qui avez déjà été euh, embauché par une entreprise pour effectuer peut-être une campagne, est-ce que il y a, est-ce que c'est toujours lié à une obligation de résultat dans la mesure où si vous pouvez estimer qu'une stratégie, la stratégie que vous adoptez est la bonne, mais qu'en retour, les résultats escomptés ne sont pas forcément ceux que vous recevez. Ok. Dans ce cas-là, est-ce que l'entreprise peut décider, par exemple, de ne pas vous rémunérer sur la base du manque de résultats ou bien du manque d'objectifs, d'atteinte d'objectifs, en fait? Ok, ça dépend de votre contrat. C'est vrai que là, sur le coup, tu ne travailles pas en tant que consultant, tu es un employé de l'entreprise. Donc, un employé de l'entreprise, il est payé. Mhm. Hein, il est payé, ça, c'est la base. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'aucune entreprise n'attend à dépenser son argent en vain. Lorsque tu vas prendre ton temps pour avoir une stratégie marche sur la base de quoi? Enfin, c'est censé marcher parce que la stratégie n'est pas basée sur le néant. Par exemple, on te dit que la clientèle que tu cherches se retrouve à la gare routière. Mais si dans ta stratégie, tu te dis que tu vas te mettre, par exemple, au centre-ville, mais il est évident que tu n'auras pas de résultat. Mais si tu vas à la gare routière, non, naturellement, tu ne peux pas avoir zéro résultat. Peut-être maintenant les attentes, si les attentes sont, voilà pourquoi lorsqu'on se fixe des objectifs, dans toute stratégie, la première chose, c'est se fixer des objectifs. Et justement, les objectifs que vous vous fixez sont des objectifs réalistes. Réalistes sur la base de certaines campagnes que vous avez déjà eu à faire avant, que d'autres ont fait, ou simplement sur la base de ce que vous observez ou pressentez. Ça peut aussi arriver que ce soit un pressentiment. Ça peut arriver. Donc voilà. Donc ne te dis pas Donc, quand je vais travailler avec une compagnie, il n'y a pas forcément des résultats. Non, il doit avoir des résultats.
Maintenant, les résultats sont ajustables. Voilà pourquoi on a parlé de réserve stratégique. Ah, Parce ok, que c'est justement justement, là que je voulais en venir, en fait. Parce que j'ai vu, c'est marqué ajustement et optimisation des campagnes. Donc, mhm, ça veut dire que si peut-être au bout d'une certaine période, on constate que la campagne n'apporte pas forcément les fruits qu'on attend, on peut toutefois réajuster la stratégie de la campagne afin de voilà, mieux atteindre les objectifs. ouais, obligatoirement. Et ce sont les choses, surtout avec le digital, ça ne ment pas. Tu sais si ça marche ou si ça ne marche pas. Avec le digital, tu sais tout de suite. Je me souviens, lorsqu'on mettait la pression à... Ça, c'est mon boss qui mettait la pression. Mettait la pression au marketing. Bon, d'une manière ou d'une autre, indirectement, j'avais aussi la pression parce que je les coordonnais. Donc, on avait la pression, par exemple, sur la base de la page Facebook. Parce que pendant 2 ans environ, on n'était qu'à 2000 abonnés sur Facebook. Entre-temps, l'école voulait, on voulait faire connaître la chose. Bon, la page doit être connue. Pendant un temps, pression, pression, bien entendu, donnons des outils qu'il faut, parce que c'est à partir de ce moment que les vidéos ont commencé à fuser, les vidéos et tout ça là. Ça a fusé, ça a fusé. Après, en peut-être 3 ou 4 mois au final, 4 ou 5 mois, je dirais, parce que ce n'est pas facile, attention. 4 ou 5 mois, on est passé à 7000 abonnés. On est quitté de 2000 à 7000 abonnés. Donc, quelque chose qui a duré pendant 2 ans, à rester comme ça à 2000, en à peine 5 à 6 mois, on est passé à 7000 abonnés. Et les résultats ont été différents, clairement, parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont rentrées en contact avec nous. Et ça fait naturellement plus de clients. Et aujourd'hui, par exemple, l'entreprise a beaucoup plus de stabilité. Lorsque je les ai laissés, ils avaient déjà beaucoup plus de stabilité. Donc voilà un peu. Oui, monsieur, mais en fait, ça me ramène à quelque chose que vous avez dit. En fait, lorsque je vois la première ligne, la publicité en ligne, non pas les ads, vous disiez tantôt une fois que il peut arriver que l'on mette beaucoup d'argent sur les ads, c'est-à-dire la publicité en ligne, sans pourtant en retour recevoir les résultats qu'on espère. Donc, Exactement. dans ce cas, oui, dans ce cas, mais dans ce cas, est-ce que la publicité en ligne, dans ce cas, on peut considérer que la publicité en ligne, à travers, parce que on parle des ads, c'est-à-dire ce sont des publicités payantes, je crois. Ce sont des publicités Mhm, payantes. Et pour en avoir mhm. déjà fait moi-même l'expérience, comme je vous le disais tantôt, lorsque j'ai démarré ma page Facebook, qui jusqu'à présent a toujours de la peine à engranger plus de visiteurs que ça. Lorsque j'ai démarré avec ma page, j'ai commencé avec des ads. Donc, pour ce qui est des cartes payées au Rabank, par exemple, ici, on a la contrainte de verser minimum 27 000 francs. Donc, 27 500. Donc, 25 000 qui sont vous et 2500 qui sont pour les frais. Mais je me suis retrouvé sur 3 à 4 mois à recharger et à lancer les publicités. J'ai pratiquement épuisé une affaire de 150 000 francs de budget comme ça, mais j'ai jamais eu de retour. Donc, comment ça peut s'expliquer en fait? Étant donné D'accord. que, le, étant donné que, étant donné que comment dire, je sais pas si je peux dire, c'est Facebook qui est chargé en elle-même, qui est chargé de la publicité, c'est l'entreprise en elle-même qui est chargée de la publicité. Mais comment se fait-il que cette entreprise que je paye pour me faire de la publicité n'arrive même pas sur sa propre plateforme à me faire gagner plus de visibilité que ça? D'accord. C'est la question que beaucoup se posent de toutes les façons. Et voilà pourquoi tu fais le digital marketing. Lorsque tu fais le digital marketing, les réponses à ces questions sont trouvées, hein. Je t'ai pris l'exemple de 2000 abonnés à 7000 abonnés. Aujourd'hui, peut-être que c'est monté même, je ne sais plus. Le fait que ça soit monté là, c'est parce qu'il y a forcément une stratégie qui a marché. Souviens-toi que
Lorsque, et aussi, le problème, ça peut aussi être comment est-ce que tu as fait ton ad, hein. Ça peut arriver aussi que tu le fasses mal. Ça arrive aussi. Voilà pourquoi il y a des experts là-dedans. Ils ne sont pas experts en vin, hein. Ils savent exactement quoi faire. Mais à part ça, il y a aussi le fait que le contenu de ta page, là, c'est quoi? Ce sont des quotations, comment tu appelles ça? Quotation, c'est quoi déjà là? Des quotes, des proverbes. C'est quoi? La vie est belle. Crois en toi. Tu sais, il y a plein comme ça là qui vont passer leur temps à poster des choses comme ça là, ils n'auront rien. Tu penses que quelqu'un qui passe son temps sur, il passe sur Facebook, lui, il a ses problèmes, il cherche ses business, il cherche ses belles offres, il a besoin de lire La vie est belle. Tu lui dis quoi exactement? En plus, tu lui dis La vie est belle, tu as 6 abonnés. Quelle vie qui est belle avec 6 abonnés? C'est juste pour te faire comprendre que il y a des communications que tu vas faire, mais je peux vous assurer à 100% que si la stratégie est mauvaise, il y aura, ne vous attendez à aucun résultat. Parce que même lorsque Facebook ou bien Google aura parlé pour vous, les gens viendront voir votre travail sur votre page. Mais s'ils ne voient pas un contenu intéressant, s'ils ne voient pas une harmonie, n'oublions pas que la concurrence, elle est énorme. S'ils ne voient pas une stratégie de contenu, parce que la stratégie de contenu, ils ne vont pas venir dire que tu as une stratégie de contenu. En vérité, ta stratégie de contenu va les amener à observer ta page, à se dire, ben, ce qu'ils postent, c'est intéressant. Or, ta stratégie de contenu se définit autour des besoins de tes consommateurs. Si Mhm. les gens actuels que tu as sur la page aiment ce que tu fais, ta stratégie de contenu va parler pour toi parce que ces mêmes personnes-là vont également être des canaux pour toi qui vont t'amener d'autres personnes, d'une manière ou d'une autre. Et quand je disais tantôt que le marketing, on le sait parce que le marketing, il est très extrêmement mesurable. Et on l'a vu au départ du temps de formation lorsque nous avons commencé au début. Le marketing digital est extrêmement mesurable. Tu sais quand ça marche, tu sais quand ça marche pas. Il y a des posts que tu as fait parfois, tu as observé que tu as peut-être eu plus de likes. D'autres, tu n'as rien eu. Mais tu as continué à poster tu as continué à faire les mêmes types de posts qui n'ont pas eu de likes. Tu t'attends à quoi? Tu joues avec la même équipe. Donc, c'est une stratégie de contenu. Et ça demande à ce que tu t'asseyes. Entre-temps, alors que tu as envie de t'asseoir, en même temps, si tu as des factures, en même temps aussi, tu as des choses à voir, en même temps, la vie continue. Donc, tu ne peux pas t'arrêter là et dire que je vais maintenant réfléchir sur une stratégie de contenu. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qui arrive à tous les créateurs, hein. Tous les gestionnaires de pages, c'est la même chose qui arrive. Ouais. Jusqu'à ce que tu décides de t'asseoir. Regarde, j'aime pas trop les réseaux sociaux, mais je gère, par exemple, certaines pages. Et il y a une page, par exemple, sur l'entrepreneuriat que je gère. Et justement, c'était parce qu'il fallait qu'on mette on commence là. On avait besoin de trouver des gens pour tester l'application de réseau social dont je vous parlais. Et donc, on avait besoin de certains nombres d'abonnés. Tous les posts que je pouvais faire, c'était juste des posts pour faire savoir que bon, c'est une entreprise qui est là, qui existe. Au moins, tu postes. Parce que si tu postes pas, malheureusement, après, même l'algorithme va te dire que ben, toi, de toutes les façons, on te met en arrière parce que tu ne fais rien de toutes les façons. C'était pas vraiment des posts tels un marketeur digital, ça c'est clair. Et vu qu'on avait besoin un peu de pousser, bon, il fallait maintenant que je m'y mette un peu parce que je ne m'y mettais pas. Comme de toute façon, c'est une entreprise également, je fais partie des propriétaires. Donc, il n'y avait pas le même engouement. Et sur le coup, on n'avait pas l'urgence de mettre quelqu'un là-dessus et payer la personne pour faire ce travail-là. Donc, du coup, ben, de temps en temps, je pouvais. Les posts, c'était simple, hein. Tu peux avoir des likes de rien du tout, des likes vraiment minables, maigres, jusqu'à ce que, peut-être je vais vous le montrer. Ah là 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 là. Juste un instant. On avait besoin d'environ 2 à 300 personnes pour pouvoir faire les tests. Et même là, ça fait un petit moment, de toutes les façons, je ne touche plus à ça. Parce que vu qu'on est actuellement dans une autre phase là, ce n'est pas notre priorité du tout. Ça fait pas très longtemps. Mais je vais quand même vous montrer ce dont je suis en train de parler.
laissez-moi partager ça. Très bien. OK, la page en question. Elle fait pas le figure en ce moment. Ça fait même longtemps que j'ai fait un post là-dessus. Mais je pense que vous voyez. Alors, ça, c'est la page sur entrepreneuriat. Et il y a plein de pages dessus. Entreprenable, c'est justement ce sur quoi je travaille. Là, vous voyez quoi? Il y a 300. On avait besoin de 200 et quelques personnes pour pouvoir justement faire le test. C'est là où nous étions. Mais je veux vous montrer quelque chose. Parce que c'est pas ça, le nombre de followers, c'est pas ça qui m'intéresse sur le coup. On n'est pas encore en train de travailler à faire grossir ce niveau-là. Voilà ce que j'ai fait. Je postais, et c'est moi qui fais ces posts-là. C'est rien de compliqué. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. Et ça, c'est parfois même des posts, tu es fatigué, tu fais seulement. Bref, parfois c'est intéressant, parfois il y a des gens qui sont intéressés, quelques likes, oui. Il n'y a pas de souci. Tu observes qu'il y a des posts sur lesquels il y a des gens qui vont être beaucoup plus intéressés que d'autres. Mais lorsque j'ai décidé de me mettre sur une stratégie juste pour un temps, parce que j'avais envie un peu d'appliquer certaines choses, je voulais, voilà, avoir un peu plus d'abonnés. Alors, c'est où? Je suis en train de chercher ça rapidement. Laissez-moi aller voir. Juste un instant. Je vais juste aller sur mes posts rapidement. Voilà. Photo. Allons-y là. Très bien. Lorsque j'ai lancé ça. C'est où là? J'ai lancé à partir de ça, cette aventure. J'ai lancé l'aventure, cette aventure que vous voyez là. Le personnage incarne, et là c'était les débuts de ChatGPT lorsqu'on pouvait encore faire ces choses. Je pense que vous le connaissez. Avec ChatGPT, on pouvait créer ça. Et le personnage dont j'essaie de donner un nom, entreprenable, il s'appelle comme ça. Le personnage incarne l'ingéniosité, la résilience et l'espoir des jeunes Africains qui, malgré de nombreux défis, s'engagent dans le numérique de l'entrepreneuriat, machin. Est-ce que c'est ça? Attends. Je veux prendre la première publication. Voilà, c'est là. La toute première publication. Entreprenable la débrouille. C'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai pris le logo, ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à écrire. Ça a été la première fois. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Allô? Vous êtes là? Oui, monsieur. Ouais, ouais. D'accord. Ça a été la première fois après un post que j'ai eu autant de réactions. Enfin, et d'ailleurs, ça a été une stratégie claire. Salut chers entrepreneurs, nous avons eu une idée. Et si nous tirions avantage de l'IA pour illustrer notre parcours? Bien sûr, nous sommes encore dans le processus de raffinement pour sortir le meilleur de nous, mais nous croyons qu'au point où nous en sommes, on peut se le permettre. De toute façon, qui ne risque rien à rien. Et ça, c'est moi qui l'ai écrit, hein. Alors, créons ensemble notre BD à l'aide de ChatGPT. Notre objectif est clair, encourager patati et patata. Et là, j'ai commencé à donner voici les deux premiers personnages, les deux premiers visages de notre aventure. Et les gens aiment les histoires. La débrouille, l'entrepreneur un peu fou, souvent la tête, fidèle, son ami, et ainsi de suite. Et j'ai commencé. Les gens ont commencé à voir ça. Ça a été les réactions. Voilà les réactions. On veut une série. On a hâte. Ce sont des gens qui parlaient pas du tout ici. Et les likes que j'ai eus, j'en avais jamais eu. Bref, j'ai su que ces gens aimaient ça. Et ils en voulaient plus. Alors j'ai continué. Bam, il est là. Il commence. Après ça, j'ai commencé. Là, c'est lorsqu'on avait fait le déjeuner entrepreneurial. Ça, c'est au Gabon. C'est pas ça que je cherche. Rapidement. Euh, Là, c'est le premier. Ça, c'est maintenant le premier épisode que j'ai sorti. Le doute. C'est plus difficile que je ne le pensais. Peut-être que je dois arrêter. Il paraît que tous les entrepreneurs ont sué. Et ainsi de suite. Et là, c'est une stratégie de contenu claire. J'ai fait jusqu'à ce que finalement, je finisse par m'arrêter à... Voilà, parce que ça demande aussi beaucoup plus de temps. Bref, j'avais obtenu ce que je cherchais, majoritairement. Et c'est là où je me suis arrêté. L'échec. Parce que de toutes les façons, ça faisait partie d'ailleurs de ce qu'on avait expérimenté. Je voulais raconter cela. Je vous le montre pourquoi. Je vous le montre pour que vous compreniez ou pour que toi surtout tu comprennes, Morel, que lorsque tu décides de pouvoir travailler, par exemple, sur les réseaux sociaux comme tu le fais, et que tu voudrais justement allouer un certain budget sur par exemple, les réseaux sociaux pour des ads, il faut que tu saches vraiment que tu dois avoir une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, ça ne marche pas. Une page sans stratégie ne marche pas du tout. Rassure-toi, ça ne marchera pas du tout. Quelque chose que tu vas faire, ça ne marche pas. Et les résultats, comme je vous le disais tantôt, c'est évident. Si tu fais bien, tu vas voir. Si tu fais mal, tu vas voir. Et le constat est clair. Les gens aiment les histoires. Ça, ce n'est qu'un exemple que je prends.
Les gens aiment ça. Donc voilà un peu ce que je peux te dire. Je ne sais pas si ça t'a aidé, j'ai pris beaucoup de temps, mais je pense que ça a été important. Oui, coach. Merci. Quelqu'un voudrait te dire quelque chose. Ok, donc voilà un peu votre activité pour le jour. Elle est inspirée de ce tableau-ci et vous allez maintenant répartir votre budget. Je vous conseille largement de travailler pour vos propres projets, sinon pour d'autres personnes. Emmanuela, tu as la parole. Activité, consigne. Vous êtes responsable marketing digital d'une entreprise fictive dont le siège social est situé en Afrique et qui souhaite s'implanter sur le marché européen. Votre mission est de repartir un budget marketing digital de 100% en choisissant les canaux et ressources les plus adaptés au contexte européen. Exemple, publicité en ligne, création de contenu, outils digitaux, influenceurs, partenariats. Vous devez proposer une répartition en pourcentage et expliquer brièvement la logique de vos choix. Votre travail doit montrer que vous tenez compte des réalités du marché européen, comportement numérique, importance du référencement, exigence de qualité, confiance des consommateurs et respect des normes. Le rendu final doit inclure un tableau clair de répartition du budget et un coût commentaire justificatif. Quelques lignes expliquant pourquoi cette répartition est cohérente pour une entreprise africaine entrant en Europe. Ok, et ne me dites pas, vous ne savez pas à quoi l'Europe ressemble, vous n'avez jamais été là-bas. Aujourd'hui, Internet peut vous aider. Donc, ça, c'est votre activité que j'attendrai pour la prochaine séance, qui sera la dernière aussi. Et quelqu'un a-t-il une question par rapport à cette activité-ci? Ok. Monsieur, Mhm. monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre l'exemple d'une entreprise une entreprise africaine qui est déjà implantée en Europe et puis essayer de valuer un budget pour pouvoir faire l'exercice? Tout à fait. Ok. Donc, voilà un peu. C'est un exercice très facile. Renseignez-vous sur le net et vous allez trouver. Donc, je vous ai déjà montré un exemple de tableau et c'est à vous maintenant de pouvoir faire le même. Et vous allez surtout expliquer. Voilà, parce que c'est pas seulement venir dire que non, je mets ça à 40%, 100%, patati patata, non. Vraiment, voyez-le comme ça. Donc, on arrive voilà, à la dernière séance. La séance prochaine, ce sera juste une synthèse. Juste. C'est pas tant juste, c'est important d'avoir une synthèse et une vue globale de tout ce que nous faisons et nous avons fait. Donc voilà, Morel, pour qui posait des questions sur le fait que tu n'as pas eu forcément de résultats. Je peux te rassurer que c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Et normalement, ce que j'espère de toi, c'est qu'au bout de cette formation, tu aies les clés, les outils nécessaires. Si tu n'as pas les clés, les outils nécessaires, ça ne va pas marcher. Je le disais à la première séance que naturellement, dans le digital marketing, tu vas sentir que tu as des forces et tu as des faiblesses. Donc, il y a des aspects sur lesquels tu vas aller beaucoup plus vite que d'autres. Par exemple, moi, même si je peux toucher à tout, du moins majoritairement tout vraiment, il y a toutefois des aspects du digital marketing sur lesquels je ne me donnerai pas forcément. Voilà. Oui, tu vas avoir la parole dans quelques instants. Donc, c'est à toi de pouvoir déterminer quelles sont tes forces par rapport à tout cela. Et tu peux les déterminer qu'en faisant toi-même déjà des expériences avec le tout, tout ce que tu connais déjà, et tu pourras savoir. Donc, d'emblée, par exemple, les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, même si une entreprise me dit elle a besoin de moi par rapport à ça, d'emblée, c'est pas quelque chose que j'aime déjà beaucoup. Voilà. Maintenant, définir des stratégies, tout ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire très bien. Mais après, si tu connais toi-même ce que tu aimes, si tu n'as pas envie de t'ennuyer, voilà, si tu veux pas t'ennuyer, ben voilà, tu sais quoi prendre, quoi laisser. Mais bon, dans le cas échéant, en vérité, ce qu'on te donne, tu prends et puis tu apprends aussi.
Lewis, tu as la parole. Coach, ouais, tout à Mhm. l'heure, vous venez de dire que ça sera peut-être l'avant-dernière session. En fait, j'aimerais un peu savoir, vu depuis qu'on a eu à commencer à travailler et de là où nous sommes arrivés, est-ce qu'il n'y aura pas une possibilité de nous suivre un peu dans la pratique? D'accord. C'est vrai que sur cet aspect, je n'ai Ouais. pas nécessairement encore décidé. Parce Mhm. que suivre dans la pratique, c'est également donner du temps. Et tu imagines combien de personnes je forme qui veulent tous, ils veulent justement tous être suivis. Pour l'heure, ce que je dirais tantôt, c'est vous avez mon numéro. Ce que je pourrais te dire, c'est tu as mon numéro, vous avez mon numéro. Donc, n'hésitez pas. Je répondrai toujours tant que j'ai du temps. Ça veut dire ceci. Si tu m'écris aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais répondre aujourd'hui, surtout si je me rends compte que ton besoin est énorme et ça va me prendre du temps. Toutefois, ça pourrait arriver de temps à autre que voilà, on puisse se contacter. Donc déjà, toutefois, tu pourras profiter de l'avantage de me connaître, par exemple, parce que j'étais formé dans le digital, pour avoir quelques tuyaux. Le temps que de mon côté aussi, j'essaie de mettre en place quelque chose, parce que je sais que c'est un besoin qui est là, aussi bien avec les étudiants francophones qu'anglophones. Je suis en train de réfléchir sur comment euh, je suis en train de réfléchir à ça. Je suis en train de réfléchir à ça. C'est juste que ça demande beaucoup de choses. Pour l'heure, tout ce que je peux te dire, c'est tu as mon numéro, donc n'hésite pas. D'accord? D'accord. Ou bien soit une c'est juste des propositions, hein. Soit OK? si vous avez soit comment je peux dire, des pages ou bien des sites, vous pouvez aussi nous responsabiliser du moyen de nous suivre aussi. Là où il y a des erreurs, vous êtes là à nous corriger. Vous faites ici par rapport au cours, par rapport, vous faites juste un lien. C'est aussi une D'accord. possibilité. D'accord. Je prends ça en compte. Toutefois, j'ai effectivement l'intention de. Je prends en compte, ne t'en fais pas. Mais regarde, tu as mon numéro. Vous avez tous mon numéro. De toute façon, vous m'écrivez souvent. Donc, Ouais. on aura l'occasion. Mais n'hésite pas. Si tu n'es pas violent, rassure-toi, il y a des violents, hein. Si tu n'es pas violent, il y a des violents. Je peux te rassurer. Donc, ça ne va pas me déranger que vous m'écriviez. Seulement, soyez violent. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça ne me D'accord. dérange pas que vous m'écriviez. C'est juste que le temps peut me manquer. Après, il n'y a pas que le travail. Il y a aussi la vie personnelle et les activités, d'autres activités. Donc, voilà. D'accord. Mais toutefois, mon objectif, c'est que vraiment vous vous en sortiez. Donc, on va essayer de Effectivement, vous accompagner au maximum. Je sais que pour ça le va nous moment, permettre, ça peut être ça confus. va nous permettre encore de bien se positionner parce que ça, on a appris, mais la pratique, c'est plus mieux encore. J'aurai une séance avec coach Cynthia sur la question et on va voir également peut-être comment faire. Toutefois, c'est une question qui revient toujours, donc je comprends. C'est juste que la disponibilité, souvent, ce n'est pas trop ça. Mais je pense que l'année prochaine, il faut que je termine avec ce livre dont je vous ai parlé parce que je sais que ça va aussi aider beaucoup, comme vous autres là, à vraiment savoir. Parce que là-bas, j'ai peut-être été un peu plus dans le détail. Et puis aussi, lisez, hein. Prenez aussi des livres. Souvent, il y a des livres sur le marketing digital. N'hésitez pas, si vous pouvez en acheter, à pouvoir vous en procurer, regarder des vidéos. Bref, je vous enverrai des liens de temps en temps. Voilà. OK? Donc, sur ce, Emanuela, est-ce que tu as quelque chose à dire? Aïchatou, Victoire. Non, monsieur. Allô? Oui, j'ai compris, Emanuela. Monsieur, c'était déjà de vous remercier pour toutes ces séances, même si on n'a pas encore fini. On voulait Mhm. vraiment vous remercier parce que vous aviez été disponible pour nous. Avec vous, on a beaucoup appris. Vraiment, merci, monsieur. Merci beaucoup, Emanuela. C'est très gentil, la reconnaissance. C'est bien. Alors, on a fait le tour. Du coup, on se retrouve. Non, vous avez une séance très intéressante. Ce sera, je pense bien, mardi. Ouais, mardi. Ce qui voudrait dire que vous avez du temps pour le travail que je vous ai donné. Faites du bon travail. Et d'ailleurs, hein, euh, j'observe comment vous travaillez, hein. J'observe comment vous êtes diligent dans le travail que je vous donne. Ça fait partie également des choses qui font d'ailleurs que je peux apporter du crédit à certains plus qu'à d'autres.
Ça n'a rien à voir avec du favoritisme, jusque dans la formation, on voit des personnes qui se donnent et on voit des personnes qui ne se donnent pas. Donc, je vous invite vraiment à faire le travail qu'il faut. Parce qu'après, vous savez, le temps, hein, on ne dépense pas son temps comme ça sur des personnes. Ça, c'est une chose que vous devez vraiment savoir. C'est si vous voulez vraiment aller quelque part par rapport à avec le digital, soyez vraiment des personnes diligentes, quoi. Des personnes vraiment diligentes. Même lorsque je vous donne des travaux, ou quiconque vous donnera en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Si je vous donne des travaux, c'est pas parce que je ne parle pas que je n'observe pas certaines choses. Donc voilà. Alors, euh, vendredi prochain, on se retrouve ensemble sur la dernière séance. On va faire la synthèse. Ce sera vendredi 6 si je ne me trompe pas. Et j'espère ne pas me tromper. Laissez-moi vérifier ça. Le 6 vendredi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 26. Ah, ok. Ah, je pense que le calendrier a une petite erreur. Bref, ce qui est sûr, c'est que après le 4 c'est quand? Excusez-moi. Le 4 c'est un dimanche. Le 6 c'est un mardi. Ok, ça veut dire que nous, on se verra un mardi, le 6. Donc, vous avez pas mal de jours pour m'envoyer votre travail. Et donc, cette dernière séance va être superbe. Venez à l'heure comme vous savez le faire. Et voilà. Allez, donc je vous remercie encore pour la soirée d'aujourd'hui. Ah, ok, Manuela, tu as la parole. Emanuela a la parole, ton micro est fermé. Monsieur